Donc bonjour à tous et à toutes, on laissera les gens nous rejoindre petit à petit. Merci de venir participer à ce premier webinaire de la NSFL où on a pour souhait de vous sensibiliser à un sujet qui nous tient à cœur avec la participation de Béatrice Higuier-Chamois qui est une nouvelle formatrice de la NSFL et qui va aujourd'hui nous présenter le handicap et vie affective et sexuelle avec un petit peu la touche ANSFL, c'est-à-dire un côté très pratico-pratique qui va tout à fait s'intégrer dans notre pratique de sage-femme libérale. Voilà, donc je vous invite tous à couper vos micros. S'il y a des questions, elles peuvent être peut-être posées dans le chat et on verra si on répond au fur et à mesure ou si on attend la fin en fonction en fait des questions qui sont posées. Et puis Béatrice, je te donne la parole. Merci, merci de l'invitation, merci pour ce thème-là qui est important. Je suis sage-femme et je travaille autour du handicap depuis 2006, où j'ai ouvert une consultation spécialisée par rapport à la parentalité, par rapport à la gynécologie. Cela touche toutes les patientes et les couples en situation de handicap et quel que soit le handicap, en milieu de vie ordinaire ou en milieu de vie institutionnelle. Je travaille aussi depuis 2021 en libéral et donc je me suis rapprochée aussi de l'Association nationale des sages-femmes libérales parce que j'ai beaucoup aimé cette association. Elle m'avait invitée lors d'un colloque et donc maintenant je suis adhérente et je fais aussi une formation. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu du thème handicap et vie affective et sexuelle. Alors, vous allez en savoir un peu plus, mais je ne peux pas rentrer dans les détails vu le temps imparti, mais vous raconter un petit peu l'histoire au départ des personnes en situation de handicap à travers les siècles. Alors, je ne vais pas rester très longtemps, mais je vais vous expliquer deux petites choses importantes par rapport à ce net recul que l'on a par rapport aux personnes en situation de handicap vis-à-vis de la société, mais aussi les étapes de la vie sexuelle des personnes en situation de handicap. Donc voilà, je vous ai fait un petit schéma en vous mettant des temps importants. Je pourrais transférer, parce que j'ai écrit un article sur l'histoire des personnes en situation de handicap, je pourrais le transmettre à l'Association nationale des sages-femmes pour voir si vous voulez le lire et si ça vous intéresse toutes, je pourrais vous le transmettre puisque c'est un article de 20 pages qui est paru à l'époque et donc du coup où j'ai tiré tout cela par rapport à l'histoire. Il faut savoir que de l'Antiquité jusqu'au siècle des Lumières et à la Révolution française, il y a eu un développement par rapport autour des personnes en situation de handicap et notamment de plus en plus des personnes qui s'y intéressaient et notamment il y a deux personnes qui sortent du moule. C'est Valentin Hauy qui s'est consacré aux personnes en situation de handicap visuel et l'abbé de l'Épée qui s'est consacré aux personnes sourdes. Et donc, au siècle des Lumières et à la Révolution française, et notamment dans les cahiers de doléances, il y avait déjà tout ce qu'il fallait pour aider les personnes en situation de handicap. Alors, on les appelait pas comme ça, puisque le mot handicap apparaît seulement en 1957 en France par rapport aux personnes en situation de handicap. On les appelait les invalides, les mutilés, etc. Mais malheureusement, le 19e siècle, avec l'industrialisation et la première loi, alors la première loi, c'est celle que vous connaissez très certainement en 1898, c'est l'aide médicale gratuite. Vous la connaissez puisqu'elle agit encore aujourd'hui, mais au départ, elle était dédiée aux personnes invalides, mutilées, puisque la sécurité sociale n'existait pas, puisque la sécurité sociale est apparue en 1945 après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à partir de ces lois-là, il y a eu des tonnes de lois, et notamment ont été faites en priorité pour les mutilés de guerre. Et de ce fait-là, vous allez avoir aussi au 19e siècle l'apparition de la génétique et donc de l'eugénisme. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de stérilisation à cette époque-là, et notamment auprès des personnes handicapées visuelles et auditives. Et du coup, entre le 20e et 21e siècle, j'ai appelé ça l'ère des lois parce qu'on a pondu à peu près presque une loi tous les ans, voire deux ou trois par an. Voilà un petit peu le tableau que je voulais vous montrer par rapport à ça. Il faut savoir qu'il y a deux lois actuellement sous lesquelles les personnes en situation de handicap peuvent être
propriétaires de leurs droits, c'est-à-dire la loi du 30 juin 75, qui est la loi d'orientation sur les personnes et le reclassement professionnel des personnes en situation de handicap. Il faut savoir que cette grande loi, il y a encore des personnes de nos jours qui sont sous cette loi de 75. Et enfin, vous allez avoir tout en bas la loi du 11 février 2005 que j'ai mis surlignée en gras, qui est l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et donc, les grands principes de cette loi reposent ni plus ni moins sur celle de 75, en notant évidemment quelques modifications par rapport à ça. Il faut savoir que dans la loi du 11 février 2005, et c'est pour ça que j'ai créé une formation par rapport à ça, que dans l'article 7 de cette loi, les professionnels de santé du secteur médico-social reçoivent au cours de leur formation initiale ou continue une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies, l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. Donc il faut savoir que vous, en tant que sage-femme, vous êtes obligé de vous former d'après cet article 7. Alors c'est loin d'être le cas puisqu'il n'y a pas de formation spécifique ni dans le cursus de sage-femme par rapport à ça et du coup, il y a très très peu de formation par rapport aux sages-femmes et ouverte aux sages-femmes par rapport à ça. C'est pour ça que j'en ai créé une pour pouvoir vous informer parce que je vais bientôt partir à la retraite et donc, eh bien, tout mon savoir, eh bien, j'aimerais bien le transmettre par rapport à ça. Alors, les étapes de la sexualité des personnes en situation de handicap à travers les siècles. Avant 1960, comme je vous l'ai dit, c'était une période de stérilisation. On stérilisait à outrance. Alors, il faut savoir aussi que de nos jours, actuellement, dans les institutions, c'est revenu à la mode. Moi, j'ai de plus en plus de demandes des mères qui viennent avec leurs enfants adultes demander des stérilisations. Il faut savoir que c'est une violence pour moi et donc, du coup, il y a d'autres méthodes de contraception pour pouvoir proposer aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Jusqu'en 1960, il n'y avait pas de sexualité, ignorance, ni besoin, ni expression. Alors, bien souvent, comme je dis souvent, la personne en situation de handicap était représentée un peu comme un ange. Alors, vous savez que les anges sont asexués ou comme une bête, c'est-à-dire tout ce qui saute dessus, si je puis dire, par rapport à ça, l'image de l'ange et de la bête. Ça a été décrit par Anna Djami dans la description des personnes en situation de handicap. Et de ce fait-là, eh bien, on n'avait pas de sexualité pour les personnes en situation de handicap. Après, exploration hypothèse due essentiellement à la découverte de la génétique. La génétique n'a pas eu que du mauvais là-dedans, mais on pensait vraiment que les personnes en situation de handicap avaient quand même une sexualité. Ensuite, on a pensé que les personnes handicapées avaient le droit à une vie sexuelle, mais problème de la société qui s'y prend mal. Alors, je vous rappelle aujourd'hui quand même que les assistants sexuels, comme par exemple, qui officient déjà en Suisse, par exemple, et qui sont remboursés, par rapport à ça, n'existe pas en France. C'est illégal, mais sous couvert de professions comme des kinésithérapeutes, des infirmières, des médecins, il y a des professionnels qui actuellement font des assistants sexuels et le codifient comme des consultations lambda. Voilà. Et ils se forment essentiellement en Suisse avec le groupe d'Ag Dizerens qui est psychologue. Problème d'identité aussi et de la différence par rapport aux parents. Il faut savoir que plus le handicap apparaît jeune, plus il y a une espèce d'infantilisation de la part des parents. Alors pas tous, bien évidemment, mais il y a vraiment un problème d'infantilisation chez les personnes en situation de handicap d'un point de vue général. Alors, la santé sexuelle au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, nécessaire pour un bon état de santé, retentissement sur la qualité de vie, bien-être et confort personnel, revendiqué par les personnes en situation de handicap, bien évidemment. Le droit sexuel au niveau international aussi, en 2008, les droits sexuels constituent un ensemble de droits relatifs à la sexualité qui émanent des droits à la liberté, à l'égalité, au respect de la vie privée, à l'autonomie, l'intégrité et à la dignité de tout individu.
Au niveau de la France, vous aviez le CRS avant, le Centre de ressources handicap et sexualité, l'accessibilité à une vie intime et sexuelle épanouie. Et plus récemment, se sont développés ce qu'on appelle les centres intimes agir, qui sont en cours de déploiement dans toutes les régions de France. Ils ont comme mission des centres ressources, écoutent, informent et orientent les personnes en situation de handicap sur la vie intime, affective et sexuelle, la parentalité bien évidemment, les violences sexistes et sexuelles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de violences chez les femmes et chez les hommes en situation de handicap. Alors je dis les hommes aussi parce qu'il y a beaucoup aussi de maltraitance dans les institutions, quel que soit le sexe par rapport à ça. Alors, au niveau de la santé, parce qu'on dit toujours qu'on n'est pas en santé par rapport à la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Hein, la santé, selon l'OMS, hein, puisqu'on se calque sur l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc, du coup, il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, ils ont repris les termes d'un biologiste français qui est René Dubos et qui a migré aux États-Unis dans les années 70 et qui avait écrit une notion de santé que les anglo-saxons ont repris. C'est pour ça que les anglo-saxons sont un peu moins frileux par rapport aux pays latins. La santé, c'est un état physique et mental relativement exempt de gêne et de souffrance qui permet à l'individu de fonctionner aussi efficacement et aussi longtemps que possible dans le milieu où le hasard l'a placé. Donc ça, tout ça, ça a été repris par des anthropologues, notamment au Canada, par Monsieur Fougerolas et il en a décrit les mesures des habitudes de vie. Et donc, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, on regarde plutôt la personne en situation de handicap d'un point de vue anthropologique que d'un point de vue de santé publique. Et de ce fait-là, c'est totalement différent par rapport à la vision que là, nous, on a en France. Alors, qu'est-ce que le handicap? Je vous ai dit la loi du 11 février 2005, pour la première fois, on a une définition du handicap qui a été donnée. Vous avez après, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, sur lequel nous nous copions beaucoup, vous avez la classification internationale du fonctionnement. Alors, la classification internationale du fonctionnement découle de la classification que vous connaissez toutes, internationale des maladies, la CIM, et donc, ça découle après de la classification internationale du fonctionnement. C'est beaucoup utilisé par les ergothérapeutes, les médecins de physique rééducation. Par exemple, je vous donne un exemple. Une personne en fauteuil, dans la classification internationale du fonctionnement, va dire impossibilité de monter les escaliers. Voilà. Donc, c'est par rapport à réaliser des actes ou l'impossibilité ou pas de le faire. Je vous ai parlé du Canada avec Monsieur Fougerolas qui a créé les mesures des habitudes de vie. Ce sont des items dont la sexualité et la vie intime en fait partie par rapport à tout ça. Et il y a des items, il y en a plus 150 à peu près, pour lesquels va y avoir des réponses liées à la personne et pour lesquelles ils vont déduire qu'il va falloir intervenir plus sur l'environnement, plus sur la personne elle-même, plus sur des aides techniques ou des choses comme ça. Et enfin, en Europe, vous avez un système d'identification de mesures du handicap, le SIMH, qui a été créé par Monsieur Amonet, qui est médecin physique rééducation, et Teresa Megalès, qui est portugaise. Et du coup, ils ont créé un système d'identification de mesures du handicap qui est similaire des mesures des habitudes de vie. Voilà. Donc ça, je vous l'ai mis. En France, la loi du 11 février 2005 constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Voilà la première définition du handicap. Alors moi, elle ne me convient pas tellement. Alors ça, je vous ai mis la classification internationale des handicaps, la classification du fonctionnement.
Ça, je vous l'ai mis pour que vous puissiez savoir, c'est ce que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure. Et par rapport au réseau international de production du handicap, une situation de handicap correspond à la réduction de la réalisation des habitudes de vie résultant de l'interaction entre les facteurs personnels, les déficiences, les incapacités et les autres caractéristiques personnelles, et les facteurs environnementaux, les facilitateurs et les obstacles. Alors, une habitude de vie pour eux, c'est une activité courante ou un rôle social. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, l'habitude de vie, la sexualité en fait partie. Au niveau de la France, on ne pose jamais, au niveau des maisons départementales des personnes handicapées, sur notre vie sexuelle, etc., par rapport à ça. Ou valorisé par la personne ou son contexte socioculturel selon ses caractéristiques, son âge, son sexe, sa culture, etc. C'est ce qui assure la survie et l'épanouissement de la personne tout au long de son existence. Et ça peut changer et ça peut varier selon l'âge et la vie et l'environnement par rapport à tout ça. Donc, comme je vous le disais, aussi, la pyramide de Maslow, alors moi, elle m'intéresse beaucoup par rapport aux personnes en situation de handicap. Vous voyez tout en bas de l'échelle, ne serait-ce que pour la survie, ben, le fait de se reproduire, donc d'avoir des rapports sexuels, eh ben, c'est assurer déjà sa survie. Donc, vous voyez que la santé sexuelle des personnes en situation de handicap est concernée par rapport déjà à sa propre survie. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue anthropologique, ce sont la société et le cadre de vie qui créent les situations de handicap. Et après, d'après la définition d'un point de vue médical et de santé, comme le voit la France actuellement avec sa définition du handicap, d'un point de vue médical, c'est la lésion ou la déficience corporelle pathologique qui rend les personnes handicapées. Alors, la situation de handicap et la vie affective vue par la société. Je vous ai dit que la société n'est pas prête à accueillir ces femmes et ces hommes par rapport à ça. Pourtant, donc, je vous dis, il y a tout ce qu'il faut au niveau des lois. L'article 7, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi un article et l'article 2 sur la loi du 11 février 2005 sur les architectes et le cadre bâti. Mais seulement, ils ne sont pas formés. Et donc, quand ils vont construire, par exemple, ne serait-ce qu'un établissement recevant du public, eh bien, les salles de bain vont pas être forcément bien accessibilisées par rapport au handicap moteur. Et au handicap visuel, va pas y avoir des tracés, va pas y avoir des choses en braille, etc. Alors, en dehors des ascenseurs qui sont maintenant soit parlants, soit en braille, mais il y a très très peu de d'accessibilité par rapport à ça. Et quant au handicap mental, eh bien, il n'y a pas trop d'icônes pour pouvoir orienter les personnes avec un handicap mental et un handicap ou un handicap psychique ou psychiatrique. La Convention de l'ONU aussi, qui a signé la France et a ratifié aussi avec le traité de Madrid sur la sexualité et la vie intime et familiale des personnes en situation de handicap. Les recommandations aussi de la Haute Autorité de Santé sur l'entretien du quatrième mois et l'accès aux soins des personnes en situation de handicap en 2008. Alors, le droit de la famille, hein, ça c'est pour toute personne, quelle qu'elle soit, de toute mère, c'est la protection de sa santé, l'aide matérielle et psychologique qu'elle est en droit de recevoir pour accéder à la parentalité. Il y a la charte du patient hospitalisé qui ne doit pas refuser des personnes, ce quelle que soit, leur origine, leur culture, leur religion. L'article 7 du Code de déontologie médicale rappelle les règles de l'exercice de la médecine. Il faut savoir que moi, de, 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 de toutes mes patientes que j'ai eues, j'ai des patientes qui ont des refus de contraception par des gynécologues. Encore une au XXIe siècle, une contraception, pourquoi faire? Elle est en situation de handicap moteur, elle va voir un gynécologue, elle demande une contraception, le gynécologue lui répond, contraception, pourquoi faire? Voilà. Donc elle est venue me voir après. Vous voyez, ça c'est hyper important par rapport à tout ça, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés dans le monde médical. Enfin, vous avez cette loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception qui a été abrogée en 2010. Alors, elle n'a pas été remplacée, hein. J'ai bien re-regardé encore les textes de loi hier. Elle n'a pas été remplacée en son article 23. Je ne sais pas pourquoi elle a été abrogée.
parce qu'elle était intéressante, une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont notamment dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées. Elle a été abrogée et pas remplacée depuis. J'ai vu qu'elle a été revisitée entre 2003 et 2010 et en 2010, elle a été définitivement abrogée. J'ai été sur le site encore hier, elle n'a pas été remplacée. Alors, il faut savoir que le désir d'enfant n'est pas un droit mais un fait, alors que le droit de l'enfant est important pour moi en tous les cas. Il n'y a pas de congé supplémentaire, comme par exemple pour les grossesses gémellaires. Il y a peu de centres de, il y a peu de centres de maternité ou de gynéco référents ou formés. Il y a un déni de la sexualité et de la parentalité, alors surtout pour le handicap moteur, surtout d'origine neurologique. Il n'y a pas de prévention des cancers gynécologiques, surtout les cancers mammaires, par exemple les mammographies accessibles. L'étape de gynéco pas adaptée ou des cabinets de ville gynéco non adaptés. Et il faut savoir que quand même, moi, dans tout ce que j'ai eu comme patient depuis 2006 et comme couple, 2 tiers des personnes en situation de handicap ne connaissent pas leurs droits. Donc ça, j'étais très étonnée. Au niveau social, inclusion sociale veut dire accessibilité généralisée, aménagement raisonnable. C'est comme ça que les pays anglo-saxons ont compris que le Design for All était important et que on construisait pas forcément que pour les personnes en situation de handicap, mais pouvait servir à des personnes qui se déplaçaient en poussette, des personnes qui avaient une jambe cassée ou des choses comme ça. Non-respect des lois. Il faut savoir que les lois, malheureusement, ben, l'article 7 n'est pas actuellement fait dans les faits, que ce soit pour les médecins ou que ce soit pour les sages-femmes, et pour les infirmières non plus, et pour les aides-soignantes. Il n'y a que les aides-soignantes qui ont des stages obligatoires auprès des personnes en situation de handicap. Comme elles ont des stages auprès des personnes âgées et des choses comme ça dans les EHPAD. Le travail n'est pas forcément une insertion pour les personnes en situation de handicap. Attention aux aidants aussi, souvent ce sont des personnes qui elles-mêmes sont marginalisées socialement. Alors ça, c'est surtout le retour des patientes que j'ai en milieu de vie ordinaire et que elles changent souvent d'aidants parce que dans les associations, bah, il y a des personnes qui tournent et elles n'ont pas souvent toujours des mêmes personnes, des auxiliaires de vie. Et ça, c'est une grosse problématique actuellement dans le milieu de vie ordinaire par rapport à l'aide que peuvent avoir besoin de ces personnes. L'accessibilité généralisée, bien évidemment, implique l'aide publique. Problème d'obsété aussi, d'excellence, hein, de performance et compétitivité. Donc le handicap n'a pas sa place là-dedans. Problème de l'acte sexuel implique aussi l'autonomie. Il faut respecter aussi l'identité sexuelle et sa spécificité. Il faut essayer aussi de créer un concept d'aide à la fois individuelle et à la fois applicable pour chaque groupe de situation de handicap, sensoriel, moteur, mental, tout en essayant d'y faire participer au maximum la personne en situation de handicap et aussi n'avoir qu'une personne référente pour elle constituer son projet et ses attentes. Ça, c'est hyper important parce que d'avoir une personne référente dans les hôpitaux, ça me semble important maintenant de nos jours. Je crois que c'est devenu obligatoire, c'est en cours au niveau des ARS par rapport à ça parce que c'est important de connaître et ce qu'est le handicap par rapport aux professionnels de santé qui les reçoivent. Alors la problématique de la sexualité en mode institutionnel, il faut savoir dans les institutions, donc les maisons d'accueil spécialisées, les foyers d'accueil médicalisés, les institutions d'éducation motrice, les indications euh, les IME, il faut savoir que le respect de l'intimité des personnes concernées et leur protection face à d'éventuels abus, il y a énormément d'abus dans les institutions et ce, quelles que soient les personnes qui réalisent ces abus. Ça peut être les usagers eux-mêmes, ça peut être
du simple cuisinier à l'éducateur spécialisé, à un professionnel de santé, à une personne extérieure venir faire des travaux. Enfin, voilà, de tout ce que j'ai eu, moi, comme témoignage de patientes d'institutions venant en consultation, voilà à peu près jusqu'à l'ambulancier qui s'arrête en cours de trajet pour abuser une petite fille. Voilà un petit peu le type d'abus qu'il peut y avoir par rapport aux institutions dans le mode institutionnel. La problématique aussi de l'imposition d'une contraception unique, pour moi, c'est une violence. Dans certaines institutions, le psychiatre qui voit les patientes, notamment, ce sont souvent des patientes autistes non verbales, eh ben, on impose la contraception pareil pour toutes les jeunes filles. Pour moi, c'est une violence. La nécessaire évolution des mentalités, certains professionnels ne sont pas toujours favorables à aborder ce sujet encore tabou. Et la formation des professionnels, ça c'est important aussi, même s'ils sont motivés, une formation spécifique est nécessaire face à ce sujet délicat qui soulève de nombreuses questions. Quel est le rôle du professionnel dans l'accompagnement de la personne décidant de faire son projet de vie affective et sexuelle et comment informer en tenant compte des spécificités de ce public? Alors, pour les professionnels de santé, la personne en situation de handicap, personne représente souvent une personne différente. Certaines sidérations, j'avais écrit dans un article une inquiétante étrangeté, pour faire référence à Freud. Si reconnaissance se doivent de faire quelque chose pour eux, donc ça prend du temps, les consultations. Reproduction de ce que font les parents, donc font pareil, mode institutionnel, par peur de la réaction des parents. Peur aussi de qui, s'ils acceptent une personne en situation de handicap, eh bien, ils ont peur que tous les autres reviennent. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai commencé avec une patiente, puis deux, puis trois. J'avais pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de publication au niveau de l'hôpital, et le bouche à oreille s'est fait tout naturellement par les patientes elles-mêmes. Complications de la prise en charge médicale aussi, notamment dans certains handicaps neurologiques. Le professionnel de santé aussi aura souvent tendance à faire comme tout le monde, ou bien à stigmatiser le handicap. Il faut un juste milieu par rapport à ça. Et enfin, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la surprotection de la personne en situation de handicap. Il faut savoir que nous sommes considérés comme des personnes vulnérables. Alors, je veux juste faire une petite aparté par rapport à la vulnérabilité. Tout le monde a une vulnérabilité, ce quelle qu'elle soit. Maintenant, la vulnérabilité, elle est sur des degrés différents. On peut avoir des faiblesses, on peut avoir des peurs, on peut avoir des angoisses, etc. Mais ce n'est pas pareil qu'une vulnérabilité. Il faut faire très attention au vocabulaire parce que je vois dans l'entretien du quatrième mois, on est considéré, les personnes en situation de handicap sont considérées comme des personnes vulnérables. Or, la vulnérabilité, je rappelle, tout le monde a une vulnérabilité qui lui est propre. Donc, il faut faire attention aussi au vocabulaire. Alors maintenant, pour parler de la santé gynécologique, tout au long de sa vie, la femme, de la puberté à la vie affective et sexuelle, voire la grossesse, elle va subir des violences. Il faut savoir que moi, dans ma population de consultation, j'ai eu plus de 3000 couples et patientes depuis 2006. Il faut savoir que j'ai à peu près 30% des patientes qui ont subi des violences. Et des patients aussi, puisque j'ai des patients aussi en consultation gynéco sur des demandes de sexualité. Il y a un gros problème d'accès aux soins, un manque de personnel formé, les consultations sont plus difficiles, plus longues. Il y a un problème aussi de communication par rapport à des fois des personnes qui sont non verbales. L'anxiété que représente cette consultation pour les personnes qui y vont. Moi, il m'arrive des fois de recevoir des personnes âgées de 65 ans pour une première consultation venant d'une institution. Elle n'a jamais eu une consultation avant de gynécologie. La particularité aussi des handicaps sensoriels. Il faut savoir, pour l'accueil, il faut en général un lieu calme et clair, accompagnant si besoin. Il faut être à l'heure. Moi, en général, mes consultations, elles sont à l'heure. Elles débordent rarement de 5-10 minutes maximum, mais il faut savoir que, il faut prendre à temps, surtout pour des patientes avec un handicap psychique ou mental. Le temps d'interrogatoire, les supports. Alors, les supports, moi, j'ai des fois des pictogrammes. Il faut s'adresser à la patiente
même si elle ne parle pas, on dit qu'on va s'adresser à la personne tierce qui l'accompagne. Il faut utiliser un langage simple pour certaines et l'examen limité, hein. On ne fait pas de toucher vaginal chez des patients qui n'ont jamais eu de rapport. D'où et recherche de consentement. Alors le consentement est très important pour moi par rapport à ça, surtout pour les personnes non verbales. Alors je vous ai mis au niveau de la loi bioéthique parce qu'il y a eu aussi au niveau de la loi bioéthique par rapport au DPI, diagnostic préimplantatoire et au diagnostic anténatal, un soulèvement avec l'affaire Perruche, cet enfant qui avait été atteint durant la grossesse de sa maman de rubéole de mémoire. Et donc, du coup, avait été soulevé au niveau de la loi bioéthique, existe-t-il un droit à ne pas naître handicapé? La majorité des médecins avaient répondu que non. Il n'y avait pas un droit à ne pas naître handicapé, il n'y avait pas de revalorisation, c'était à la société, grosso modo, d'assurer, par rapport à cet enfant qui naît handicapé, d'assurer la suite et d'assurer les moyens pour les parents par rapport à ça. Ça, je vous le dis parce que ça avait été soulevé. Une seule personne avait voté contre parmi le conseil consultatif, comité consultatif de bioéthique. Et donc, du coup, ils avaient opté pour cela. Alors, il faut savoir aussi que des fois, la grossesse et la relation mère-enfant, elle peut être modifiée par le handicap, les problèmes de vision en cas d'atteinte visuelle, que ce soit d'origine cérébrale ou d'origine pathologie de l'œil, les problèmes d'audition aussi, des troubles cognitifs comme l'aphasie, des troubles de la mémoire, des troubles visuo-temporospatiaux, notamment chez tout ce qui est paralysie cérébrale, par exemple, la dépression, alors ça, vous en verrez notamment chez les patientes atteintes de sclérose en plaques. Les stress, le trouble émotionnel, les crises d'épilepsie, les troubles moteurs, les chutes, la spasticité qui entraînent des difficultés pour les soins quotidiens avec l'enfant, l'hyperréflexie autonome, les troubles de la vessie, les exonérations, les traitements aussi, qui peuvent être embêtants par rapport à vouloir allaiter ou pas allaiter, par rapport à ça, et par rapport à la continuité de la grossesse aussi. Alors, je vous ai mis les MDPH, un petit peu l'organisation des MDPH. Elles sont gouvernées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Je vais passer très vite, hein. Cette Caisse nationale de l'autonomie, elle gère aussi l'aide personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées. Les MDPH, vous en avez une par département. Et donc, elles sont autonomes. Donc, il y a une différence entre les différences aides entre les MDPH pour une même situation de handicap. C'est-à-dire d'un département à l'autre, pour un même handicap, vous allez avoir des différences d'aide, c'est-à-dire des droits qui vont être différents par rapport à ça. Le délai d'attente pour un dossier est entre 4 mois et 1 an avant qu'il ne soit traité. Alors, je vous l'ai mis pour les MDPH parce que depuis le 1er janvier 2021 existe ce qu'on appelle la prestation compensatrice du handicap de la parentalité. Elle va jusqu'aux 7 ans de l'enfant. Elle comporte deux aides. Une aide humaine qui est de 900 euros par mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant et divisée par deux jusqu'aux 7 ans de l'enfant. Et d'une aide technique qui est versée en une seule fois à la naissance qui est de 1350 euros, 1450 euros, excusez-moi, et 1350 euros, pardon, 1400 euros, pardon, à la naissance de l'enfant, et qui, après, à son troisième anniversaire, elle est à 1200 euros et à 1000 euros à son sixième anniversaire. Il faut savoir que pour y prétendre, et ça va exclure le handicap mental et une grosse partie des personnes en situation de handicap moteur, pour y prétendre, il faut être éligible soi-même à la prestation compensatrice du handicap en aide humaine. Et donc, beaucoup de personnes en situation de handicap mental léger, par exemple, n'ont même pas une carte d'invalidité, ont juste une carte de priorité, et donc n'ont pas ce droit d'ouverture à la PCH parentalité, alors que c'est eux qui certainement auraient plus de besoins pour le retour à domicile. Pour le handicap moteur, c'est pareil. Il y a beaucoup de femmes qui se débrouillent même en fauteuil et tout ça sans aucun problème et qui n'ont pas d'aide humaine à la prestation compensatrice du handicap. Et donc, ces droits, évidemment, sont fermés pour elles par rapport à cette PCH parentalité. Donc, c'est un frein aussi par rapport à devenir parent.
parce que vous voyez qu'il y a des inégalités par rapport à ça. Pour le handicap auditif et visuel, il n'y a aucun problème parce que dans le handicap auditif et dans le handicap visuel, il y a un forfait aide humaine qui est attribué systématiquement, qui est de 30 heures pour le handicap auditif et de 50 heures pour le handicap visuel. Et donc, automatiquement, les personnes sourdes et les personnes handicapées visuelles, elles ont cette PCH en aide humaine systématiquement, ce forfait. Donc, leur PCH parentalité leur est automatiquement versée à leur demande. Bien évidemment, il faut remplir une demande, mais elle est automatiquement versée sans aucun problème et sans aucune restriction. Alors, je vous ai mis grosso modo que demander lors d'un entretien au niveau des droits. Ça peut vous servir. Au niveau de la MDPH des maisons départementales, la carte d'invalidité supérieure à 90% avec besoin d'accompagnement. Maintenant, on l'appelle la carte mobilité inclusion mention invalidité. Ou la carte invalidité inférieure à 80% qui s'appelle la carte mobilité inclusion version prioritaire. Le macaron, le grand invalide civil ou la carte mobilité inclusion stationnement, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé si elles l'ont ou pas quand elles travaillent, si elles dépendent de la loi de 75, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou de la loi de 2005. Moi, j'ai encore des patientes qui sont en âge d'avoir des enfants, notamment là, j'en ai une, ils sont tous les deux en fauteuil. Elle dépend de la loi de 75 et lui dépend de la loi de 2005. Vous voyez, donc du coup, selon les droits, on n'a pas les mêmes droits par rapport à ça. Donc sur la loi de 75, on demande la location compensatrice tierce personne ou la location compensatrice frais professionnels. Et sur la loi de 2005, c'est la prestation compensatrice du handicap. Et donc, je vous ai marqué forfait surdité, forfait cécité. La pension d'invalidité aussi, pour certaines qui ont été en invalidité par rapport à leur travail, elles peuvent être en invalidité 1, 2 ou 3. La catégorie 1 et 2 peuvent leur permettre de travailler, ça c'est versus sécurité sociale. Et si elles n'ont jamais travaillé, demandez si elles ont l'allocation adulte handicapé. Il faut savoir que depuis 2000, 2013, 2023, l'allocation adulte handicapé a été déconjugalisée du foyer fiscal, c'est-à-dire du quotient familial, c'est-à-dire que le revenu du conjoint ou de la conjointe n'entre plus dans le calcul de l'allocation adulte handicapé. Ça, c'est une grande victoire et il faut savoir qu'elle est versée par la caisse d'allocation familiale. La classification des situations de handicap, on peut les classer soit de façon congénitale ou acquis, par maladie, accident ou vieillissement, évolutif ou non évolutif, ou selon le type. Alors moi, c'est ce que je fais en général, soit moteur, soit sensoriel, donc surdité, cécité, surdité, cécité, comme la maladie de Usher, qui entraîne deux handicaps sensoriels, mentale et physique liées à une maladie chronique, psychiatrique, psychologique, les troubles de l'envahissement du développement par exemple, et le polyhandicap. Alors polyhandicap ne veut pas dire plusieurs handicaps, c'est une classification dès la naissance où la personne va être touchée sur plusieurs endroits de sa corporalité et donc on appelle ça le polyhandicap parce que ça va toucher sur la motricité, sur le cognitif, sur la sensorialité et donc du coup c'est pour ça qu'on appelle ça là le polyhandicap. Alors je vous ai mis un petit peu d'un point de vue global devant une personne sourde comment s'adresser. Alors moi je parle la langue des signes mais toutes vous ne parlez pas la langue des signes. Devant une personne sourde, il faut apprécier déjà leur niveau d'oralisation. Je vous rappelle que les sourds ne sont pas muets, ils ont tous une voix. Et donc, du coup, il faut apprécier leur niveau d'oralisation. Quand est-ce qu'ils ont été sourds? Ça peut être de naissance ou ils sont devenus sourds à la suite d'otites répétées, par exemple. Leur niveau de compréhension en français, ça c'est très important. Ne rien avoir dans la bouche quand on leur parle, ne pas mâcher de chewing-gum, par exemple. Pas mettre de masque aussi, ça a été un problème avec le Covid. Il faut parler normalement, ça sert à rien de crier. Ne pas trop particuler. Quand vous parlez comme ça, par exemple, ça ne sert à rien. Lorsque l'on parle, toujours les regarder pour la lecture labiale.
pas de masque. Attention au risque de violence obstétricale ou gynécologique. Il y a une émission de L'œil et la main qui avait été faite sur les violences faites aux femmes au niveau obstétrical. Il faut savoir qu'il y en a énormément, beaucoup, de nos jours, encore, par rapport à l'incompréhension de ces patientes. Je vous rappelle qu'il existe aussi des pôles sourds dans toute la France au niveau de la santé. Le premier a été créé en 95 par un médecin à la Pitié-Salpêtrière. Et du coup, plusieurs sites se sont développés à la suite pour pouvoir accueillir au mieux les personnes en situation de handicap auditif. La seule problématique, c'est qu'il y a des personnes qui ne signent pas, qui ne parlent pas la langue des signes française, et il y a des personnes qui ne souhaitent pas aller dans ces pôles de référence, donc elles ont le droit. Moi, c'est vrai que j'accueille pas mal de patientes parce que je suis pas loin de la Pitié-Salpêtrière et elles ne veulent pas par souci de confidentialité, parce qu'il faut savoir que le monde des sourds, c'est un microcosme et tout le monde se connaît. C'est des doudis simples si on ne connaît pas la langue des signes. Alors, je vous ai mis des petits livrets qui font partie d'une association qui s'appelle l'Association Signes et Paroles. Vous avez maternité, gynécologie, vous avez la pédiatrie, vous avez la podologie, vous avez la kiné aussi. Vous avez pas mal de thèmes par rapport à ça et ils sont très très bien faits et c'est la base de ce que vous pouvez avoir par rapport à ça. Ils sont pas très chers. Ils sont dans les 20 à 25 euros, je crois. Et du coup, ils sont vraiment très très simples à utiliser. Alors, devant une personne non-voyante ou malvoyante, premier contact, il faudra la toucher par la main ou l'avant-bras. Il ne faut pas la prendre par les épaules, etc. Ça peut être très vulnérabilisant pour la personne qui ne vous voit pas arriver. Donc, il faut toujours se présenter par la main, la toucher, ou l'avant-bras. Porter des vêtements clairs si elle est malvoyante. Expliquer qui l'on est et tout ce que l'on fait. Alors, en général, on utilise le dos de la main. Moi, j'utilise beaucoup le dos de la main qui est très tactilo-kinesthésique pour les personnes non-voyantes et donc, du coup, pour dessiner une dilatation, des choses comme ça. Passage des obstacles, les notions de sécurité. Alors, pas la peine de hurler, elle n'est pas sourde. Bien souvent, on ose souvent la parole chez des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et il faudra faire toujours attention, laisser une femme ou un homme en contact avec un objet, chaise, bureau ou sa propre canne, ne pas laisser seul au milieu d'une pièce vide, sans repère. Il faut savoir quelle est l'origine de la pathologie. Je vais vous dire pourquoi, parce que selon les visions, vous allez avoir un reliquat de couleurs ou de formes. La vision de quoi? Si elle voit les couleurs, si elle voit les formes, si elle voit flou, si elle voit en tubulaire. En tubulaire, c'est comme ceci. On regarde à travers, ça se voit beaucoup dans les rétinites pigmentaires. Les contrastes aussi, si elles ont une photophobie. Notion aussi de mémoire visuelle, c'est-à-dire si elles ont vu avant, ça c'est très important aussi. La notion d'éducation avant à la canne ou de chien guide. Il faut savoir que les chiens guides enfin, ne sont alloués aux personnes en situation de handicap visuel que si elles ont déjà une éducation à la canne. La gêne de la lumière, la vision des contrastes aussi. Le calque thermoformé, l'utilisation d'eau de la main. J'ai oublié aussi savoir aussi si elle parle le braille, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui apprennent le braille dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'il y a les synthèses vocales, etc. Donc il y a encore des personnes qui ont appris le braille, c'est une langue à part entière comme la langue des signes française et pour les personnes sourdes. Et du coup, c'est vrai que c'est important de le savoir par rapport à ça parce que bah, vous pouvez leur envoyer des formats en PDF, elles peuvent les lire en synthèse vocale. Nous, on a tout un lexique en braille. Alors, ça prend 10 fois plus de place que les écrits en lettres françaises. Et donc, du coup, c'est très, très compliqué. Et c'est une langue à part entière par rapport à ça. Alors, j'ai des calques thermoformés que je fais. Alors ça, c'est des formats en A4, hein, c'est un agrandissement par exemple, d'une longueur crânio-caudale. Et du coup, je fais un calque thermoformé. Et le thermoformé veut dire qu'il réagit
à la chaleur. Alors, j'ai rien inventé, on les utilise à à l'Institut national des jeunes aveugles, la LINJA, pour faire des formes rectangulaires, des formes géométriques et aussi pour faire des cartes géographiques. Et donc, du coup, ce calque thermoformé, quand je passe avec un crayon dessus, il se met en relief et donc, du coup, la personne a juste à passer ses doigts pour avoir la forme de son enfant. Mais il faut sortir des formats A4 par rapport à ça. Voilà le calque que vous avez sur votre gauche et la photo qui est à droite. Alors, on fait des photos en format A4 parce que les toutes petites photos, ça passe pas. Alors, je vous ai fait un bref vision de la vision normale au centre et avec des pathologies différentes autour. Sauf l'image tout en haut où j'ai dessiné un nystagmus. Un nystagmus, c'est l'œil qui tremble par rapport à ça. Ça existe dans beaucoup de pathologies parce qu'on force sur la vision et donc on développe un nystagmus. Donc beaucoup de patientes qui aient ou non des rétinites pigmentaires euh, ou bien un glaucome, etc., sont souvent sujettes à des nystagmus supplémentaires. Donc, vous avez différentes pathologies. Donc, la vision centrale, c'est une vision normale, hein, l'image centrale. Et puis, tout en haut, à gauche, vous avez des collements de rétine. Qu'est-ce que c'est? La rétinite pigmentaire et ou un glaucome. Vous avez la rétinite diabétique qui est assez spécifique en bas à gauche. Là, c'est un glaucome ou une rétinite pigmentaire en vision tubulaire. Là, vous avez une pathologie qui est une lésion maculaire, qui fait partie d'une maladie génétique, qui est la maladie de Stargardt, qui est aussi une maladie dans le vieillissement, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais aussi on peut les voir chez les femmes jeunes, mais c'est une maladie génétique. Et puis en haut, vous avez la myopie, ou, qui est une très myopie importante, ou la cataracte. Et en bas à droite, vous avez des verres correcteurs pour les gens qui ont une aphakie. Alors l'aphakie, c'est une absence de cristallin. C'est souvent quand on opère les personnes, quand on enlève les cristallins lors d'une cataracte ou d'une subluxation du cristallin dans des pathologies comme le Marfan, eh bien, on remplace soit par des implants, mais des fois on ne peut pas mettre d'implants liés à la fragilité de la rétine, eh bien, on met des verres correcteurs. Alors, c'est pas la même image, mais vous voyez que ça déforme énormément parce que les dioptries sont très importantes et ça donne des visions très importantes. Donc, les personnes se cognent souvent, tombent souvent avec ce genre de lunettes comme des loupes, quoi. Voilà. Donc, c'est hyper important. Donc ça, c'est les atteintes de l'œil. Maintenant, je vous fais voir les atteintes de l'aire visuel, c'est-à-dire c'est au niveau cérébral. Il y a des atteintes. Vous savez que le cerveau, il est divisé avec des aires visuelles, l'aire motrice, l'aire auditive et tout ça. Et donc ça, ce sont des atteintes au niveau de l'aire visuelle, c'est-à-dire c'est le cerveau qui est atteint. Alors bien souvent, il y a des fois une atteinte de l'aire motrice, donc une hémiplégie bien souvent, et qui est souvent associée. Et donc du coup, voilà, toujours l'image centrale, et donc l'atteinte de l'aire visuelle différente sur ça par rapport à ça. Donc en haut, vous avez vu la déformation pour certaines aires visuelles, et en bas à droite, ça ressemble à la rétinite pigmentaire. En bas, à côté à droite, pardon, ça ressemble à la rétinite pigmentaire. Tout en bas, ça ressemble à vraiment une photophobie, c'est-à-dire la difficulté du contraste de la lumière. Et puis là, vous avez l'hémianopsie homolatérale, c'est-à-dire c'est pas la moitié, on voit pas à gauche normale et à droite normale, c'est la moitié de l'œil qui voit d'un côté l'image bien et l'image rien du tout à droite. Donc ça, c'est une particularité de l'atteinte de l'aire visuelle. Moi, j'ai des patientes, j'ai pas mal de patientes avec une hémiplégie associée qui sont atteintes de cette hémianopsie homolatérale et du coup, c'est excessivement gênant par rapport à la déambulation et par rapport aussi à, à pouvoir s'aider avec l'enfant et aussi à déambuler et à porter l'enfant. Voilà, je vous donne. Alors, bien souvent, on peut avoir plusieurs pathologies. Vous avez l'image d'un bébé vu sans handicap, et là, par exemple, eh ben, une cataracte avec une absence d'iris. Voilà l'image que ça fait et qu'est-ce que ça représente pour la personne qui voit son enfant comme ceci, atteint d'une cataracte et d'une absence d'iris. Alors,
maintenant, avec le handicap moteur, il y a tellement de situations de handicap moteur. Il faut savoir déjà l'origine de la situation du handicap moteur, soit d'origine neurologique, soit d'origine immunitaire, spondylarthrite ankylosante par exemple, soit c'est une amputation, soit c'est une agénésie, etc., etc. Soit ça fait partie d'une maladie génétique rare. Je vous donne un exemple, l'ostéogenèse imparfaite. Voilà, je vous donne un exemple de maladie génétique. Maladie neuromusculaire, ça fait partie des maladies neurologiques. Troubles, alors, savoir s'il y a des troubles sensitifs par rapport, si c'est un handicap neurologique par exemple, voir déjà s'il y a des troubles sensitifs. Oui ou non. Des troubles moteurs, oui ou non. À quel niveau? Les niveaux de la lésion, savoir s'il y a un risque d'hyperréflexie autonome. Si j'ai le temps, je vous en parlerai un petit peu. Et aussi savoir ce qu'elle va ressentir, oui ou non. Déjà, ça c'est très intéressant pour la grossesse, parce que savoir si elle ne sent pas ses contractions, si elle ne sent pas un toucher vaginal, si elle ne sent pas son bébé bouger, etc., pour nous, c'est très important durant la grossesse. L'existence de spasticité ou pas. La spasticité fait partie d'un trouble neurologique qui s'appelle le syndrome pyramidal. Le syndrome pyramidal, il y a plusieurs signes cliniques et la spasticité fait partie du syndrome pyramidal. Et le syndrome pyramidal fait partie d'énormes pathologies neurologiques et vous allez le retrouver dans quasi toutes les pathologies neurologiques. Donc il faut connaître ce qu'est la spasticité. La spasticité, c'est une non décontraction du muscle, c'est-à-dire le muscle va se contracter comme ceci, voilà, ma main par exemple, et quand je veux ouvrir la main, eh ben, le doigt se referme complètement. Ça, c'est la spasticité. Alors, elle peut être douloureuse si elle est d'origine cérébrale, mais elle peut être indolore si elle est d'origine médulaire. Les douleurs musculaires aussi, notamment dans les maladies neuromusculaires, les myopathies notamment, quand le muscle est malade, ça fait mal quand on touche un muscle dans les maladies neuromusculaires, notamment les myopathies. Quand c'est le motoneurone qui est atteint, comme l'amyotrophie spinale par exemple, vous n'avez pas de douleur musculaire quand vous touchez le muscle. Il y a des douleurs quand la personne se déplace, mais quand vous touchez le muscle, vous ne pouvez pas avoir de douleur sur une sclérose latérale amyotrophique par exemple. Il faut prendre toujours la tension de référence dans les atteintes des personnes atteintes de la moelle épinière supérieure à D6, ça c'est pour éviter l'hyperréflexie autonome, et les scléroses en plaques avec une atteinte de la moelle. Ça se ressemble beaucoup, les scléroses en plaques, avec l'atteinte de la moelle et la prise en charge des atteintes de la moelle épinière, c'est ce qu'on appelle les blessés médulaires. Alors, savoir aussi s'il y a une vessie qui est neurologique, parce que vous savez que la vessie, durant la grossesse, a un impact. Elle a un impact aussi pour la vie sexuelle. Elle a un impact pour beaucoup de choses. Et du coup, savoir si elle est neurologique, si elle est hyperactive ou hypoactive. Savoir aussi si la personne réalise des autosondages ou pas. Si elle a une entérocystoplastie, alors une entérocystoplastie, c'est un agrandissement de vessie. On fait ça de plus en plus souvent pour des vessies qui sont trop hyperactives, c'est-à-dire qui sont peu compliantes et qui se remplissent très vite et qui n'arrêtent pas de se contracter. Et du coup, on prend un morceau d'intestin que l'on greffe sur le détrusor, c'est-à-dire sur le muscle de la vessie, pour agrandir la vessie. Et donc ça se fait assez couramment maintenant pour agrandir les vessies, que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez la femme. Le briquaire, alors le briquaire, c'est une vessie non continente à la paroi abdominale, c'est-à-dire la personne va faire pipi dans une poche, mais elle n'en a pas conscience. Ou bien le Mitrofanov, excusez-moi, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est Mitrofanov, M-I-T-R-O-F-A-2-N-O-F-2-F-R. C'est ni plus ni moins le médecin qui l'a créé, cette vessie continente. Cette vessie continente, c'est une vessie continente où on va dériver les uretères à la paroi abdominale et la personne va se sonder au niveau de l'ombilic, enfin à côté de l'ombilic, pas au niveau de l'ombilic, mais juste à côté de l'ombilic. Elle va voir un petit bouchon, elle va défaire ce bouchon et elle va enfoncer une sonde pour se sonder par voie abdominale. Et ça évite les infections urinaires par voie basse
et ça évite et ça aide beaucoup les patientes atteintes de tétraplégie, c'est-à-dire une atteinte de la moelle épinière, pour bien pouvoir se sonder elles-mêmes, parce que se sonder par le bas quand on est atteinte des quatre membres, c'est très très compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait maintenant de façon beaucoup plus fréquente et du coup que l'on propose à beaucoup de patientes atteintes de la moelle épinière et surtout la moelle épinière haute. Savoir aussi s'il y a des escarres ou pas, si elles en ont fait ou pas. Il faut savoir que les points d'appui durant la grossesse changent et donc bah, ces points d'appui vont changer, donc vont peut-être générer des escarres quand elles ont des troubles de la sensibilité. Donc ça, il faudra y veiller, faire très attention par rapport à ça. Les exonérations, savoir comment elles le font, si elles réalisent un toucher rectal, si elles utilisent le péristine. Alors le péristine, c'est un mode de lavement que on a mis au point. Avant, c'était utilisé pour les gens qui avaient des poches digestives, et du coup, ça a été adapté pour les personnes atteintes de troubles d'exonération. Et du coup, c'est maintenant éduqué chez les personnes qui ont des problèmes d'exonération. Plutôt que de faire un toucher rectal, on utilise le péristine. Mais il faut avoir une éducation à ça, donc il faut un apprentissage avec une infirmière. Et aussi si on utilise les laxatifs aussi avec. L'arthrodèse, alors l'arthrodèse, c'est une plaque ou c'est une tige que l'on met dans la colonne vertébrale. Ça va beaucoup nous embêter, surtout pour la péridurale ou l'arrachi-anesthésie. Dans beaucoup de pathologies comme les maladies neuromusculaires, pour pouvoir tenir correctement assise dans son fauteuil, du fait de la faiblesse musculaire ou de l'atteinte de la transmission nerveuse aux muscles du motoneurone, comme dans les scléroses latérales amyotrophiques, eh bien, il va y avoir souvent ce qu'on appelle des arthrodèses, c'est-à-dire on va mettre une tige tout le long de la colonne vertébrale, des cervicales jusqu'au sacrum, alors soit en tige, soit deux plaques de chaque côté, et bien évidemment, eh ben, ça contre-indique évidemment la pose d'une péridurale ou d'une rachianesthésie, puisque il y a des plaques, des vis et une tige à cet endroit-là. Par rapport à cette arthrodèse. Donc ça, c'est aussi très important de le savoir, surtout par rapport à la grossesse et par rapport au mode d'anesthésie. Savoir aussi comment elle circule, l'état du fauteuil roulant manuel ou du fauteuil roulant électrique ou de la propulsion électrique, l'état du coussin anti-escar, s'il est en mousse, s'il est à air ou s'il est en gel. Il y a différents coussins anti-escar. Il faut savoir que les coussins anti-escar ne sont renouvelables que tous les 3 ans. Ça, c'est au niveau de la sécurité sociale. On ne peut pas changer de coussin anti-escar comme ça. Et c'est renouvelable tous les 3 ans au niveau de la sécurité sociale. Quant au fauteuil roulant manuel et fauteuil roulant électrique, on peut en avoir tous les 2 ans, puisque la garantie d'un fauteuil roulant manuel et d'un fauteuil roulant électrique est de 2 ans. Et donc, du coup, on peut en changer tous les 2 ans. On peut avoir les deux, hein. On peut avoir un fauteuil roulant manuel et un fauteuil roulant électrique. On peut avoir un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant électrique et une propulsion électrique aussi. La sécurité sociale le permet par rapport à ça. Savoir si on réalise ces transferts seuls et aussi besoin d'aide technique. Alors les transferts, c'est passer d'un endroit A à un endroit B sans aide ou avec de l'aide par rapport à ça. Donc l'aide technique, c'est une planche de transfert ou un lève-personne carrément. Lève-personne, c'est souvent dans les maladies neuromusculaires où les personnes ne peuvent pas du tout se mobiliser par rapport au transfert et donc elles ont recours bien souvent au lève-personne. Objectiver l'autonomie ou non de la personne, ça c'est très important pour la grossesse, mais pour après aussi s'occuper de l'enfant. Les droits et handicaps, je vous ai fait un petit topo tout à l'heure de rappel par rapport à ça. Et les traitements. Alors ça, les traitements, vous en aurez beaucoup, beaucoup dans les maladies d'origine neurologique ou immunitaire. Dans l'amputation, les agénésies, vous n'en aurez pas, hein, elles ont rarement des traitements. Beaucoup de traitements sont arrêtés à tort en début de grossesse, il faut savoir, comme les traitements
de la vessie hyperactive, notamment je pense au Ditropan, au Céris, au Vesica. Il faut savoir qu'ils ne sont pas tératogènes, j'ai encore fait une faute. Il faut aller sur le CRAT, le centre de référence des agents tératogènes, pour vous documenter parce que depuis que moi j'ai commencé ma consultation, j'ai beaucoup travaillé avec eux et maintenant le Ditropan, le Céris, le Vésicar, le Baclofène qui est utilisé pour la spasticité sont référencés au niveau du CRAT. Vous n'avez plus besoin de demander par rapport au CRAT de savoir si ce médicament est compatible ou pas. Vous avez souvent la réponse directement sur le site, y compris pour l'allaitement, parce que je vous rappelle que pour le CRAT, ils font aussi pour l'allaitement et la grossesse. Alors des fois, il y a des médicaments qui sont compatibles pour la grossesse, mais pas forcément compatibles pour l'allaitement et vice-versa. D'accord? Et enfin, je vais aborder un gros groupe, mais je ne vais pas pouvoir en parler pendant des heures et des heures, mais je vais vous en dire quelques mots. Les troubles psychotiques, les syndromes démentiels, les troubles cognitifs, les troubles de l'envahissement du développement, la déficience mentale et des troubles de l'humeur. Alors, les troubles de l'humeur, j'ai pas beaucoup de patientes au niveau de la consultation de troubles de l'humeur. J'ai beaucoup de troubles psychotiques, de syndromes démentiels, de troubles cognitifs, troubles de l'envahissement du développement, déficience mentale, troubles de l'humeur en consultation, j'en ai pas eu beaucoup, 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 comme je le dis souvent lorsque je fais un atelier lors d'un DU sexualité. Ce sont des troubles avec des degrés différents, ce qu'il faut savoir par rapport à ça. C'est-à-dire, chaque personne est totalement différente par rapport à ça. Là, souvent, la personne va être non verbale, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ou peu verbale. Elle est souvent accompagnée d'une tierce personne et il faut faire très attention parce que des fois, cette tierce personne ne la connaît pas du tout. On l'amène comme ça, on m'a dit de l'amener à la consultation et puis voilà, débrouillez-vous avec. Des fois, il n'y a pas le dossier médical qui est accompagné avec les traitements. Les traitements sont très importants pour vous par rapport à la gynécologie et notamment bien souvent beaucoup de patientes, surtout au départ, nous avaient été adressées pour des aménorrhées. Or, dans les traitements qu'avaient ces patientes, elles étaient beaucoup sous risperdone ou risperdal. Et le risperdal, et je crois que c'est un psychotique ou un neuroleptique, est donné dans le cadre des personnes autistes et du coup entraîne des aménorrhées. Donc on a la réponse avec les traitements. Voilà, donc c'est pas la peine de s'entamer avec des examens fastidieux par rapport à ça. On a la réponse avec le risperdal ou la risperdone, d'accord? Donc du coup ça c'est important d'avoir au moins les traitements par rapport à ça, donc au moins la fiche médicale. Des fois, bah, j'ai rien en consultation. Il faut faire des phrases courtes, pas de second degré. Alors surtout dans tout ce qui est troubles de l'envahissement du développement, les troubles psychotiques et les syndromes démentiels, il faut éviter les seconds degrés. Il faut utiliser les centres d'intérêt de la personne. Par exemple, utiliser sa tablette, les pictos. Souvent, il y a des personnes qui se déplacent avec leur tablette et leur pictogramme spécifique. Il faut l'utiliser. Il y a certaines personnes qui utilisent des musiques. Il faut l'utiliser par rapport à ça. Pour pouvoir avoir une consultation qui soit agréable pour la personne. Euh, il faut faire très attention à la douleur. Il y a des fausses insensibilités par rapport à ça. Et pas trop se fier au langage, parce que vous allez poser la question à une personne qui a une déficience mentale sévère, vous allez dire vous avez mal, elle va dire oui j'ai mal, si elle peut répondre. Et du coup, en fin de compte, c'est pas la réalité par rapport à ça. Et contrairement à aussi un trouble d'envahissement du développement, la douleur est sous-évaluée et ils ont une capacité à, à une capacité d'avoir d'engendrer des douleurs importantes qu'ils ne vont pas se plaindre. Notamment, par exemple, une carie dentaire, eh ben, elle peut rester des mois et des mois et s'envenimer sans que la personne puisse émettre de douleurs ou de choses comme ça. Je vous donne un exemple sur les dents parce que les dents, comme la gynécologie, font partie vraiment de mon cheval de bataille par rapport à- aux personnes en situation de handicap, surtout les handicaps mentaux et psychotiques, parce que beaucoup ne sont pas suivis au niveau dentaire non plus. Il faut un rituel des consultations, il faut prendre son temps.
Attention au rapport du corps qui peut être différent. Il faut savoir que elles ont enfin, une difficulté à avoir une corporalité entière, c'est-à-dire elles n'ont pas trop conscience de leur corporalité comme un bébé. Et donc, du coup, le vécu peut être intrusif pour elles. Éviter trop de stimuli. Par exemple, moi j'utilise une lumière indirecte vers le haut que vers le bas, surtout dans tout ce qui est trouble de l'envahissement du développement. Les lumières directes peuvent les déstabiliser et les mettre en insécurité. Les téléphones, il faut les éteindre ou les mettre en vibreur. Ça peut être un élément qui peut être perturbateur. C'est un stimuli. Il faut faire des consultations courtes. Dans certaines pathologies, ça sert à rien de délayer et parfois ne rien faire et revoir la patiente après. C'est-à-dire que si vous la voyez trop déstabilisée, eh ben, il faut revenir. J'ai eu une patiente comme ça qui était autiste, qui était non-verbale, une trentaine d'années, il y a pas mal de temps, 2016 ou 2017. Elle est venue via une association, elle était en institution, en maison d'accueil spécialisée. Elle est venue un matin en consultation et impossible de la contacter, mais franchement impossible. Alors moi, je fais de l'aptonomie et plus précisément de l'aptocinésie pour les personnes malades et les personnes en situation de handicap. Et du coup, euh, il faut savoir que cette personne était inapprochable. J'ai posé la question aux personnes qui l'accompagnaient. Il y avait l'infirmière et l'éducatrice spécialisée. Elle me dit non, non, on voit pas ce qui serait passé, pourquoi elle refuse, etc. Bon, je dis vous êtes sûr? Et puis il y a l'infirmière qui dit à un moment donné, bah écoutez, on a une résidente qui est morte ce matin. Bon, ben, j'ai dit voilà. Donc, on fera pas la consultation parce elle a senti, la jeune femme, elle a senti qu'il s'était passé quelque chose au sein de l'institution. Et du coup, le personnel était mal et donc, du coup, elle aussi était mal. Donc, j'ai dit, on va reprendre un autre rendez-vous et on la reverra après. Et effectivement, la fois d'après, ça s'est passé sans aucun problème. Vous voyez, ça, c'est hyper important parce que ça sert à rien d'insister pour une consultation. On peut la reporter et voir par rapport à ça. L'utilisation du tissin, alors j'aime pas dire les consultations blanches parce qu'on fait toujours quelque chose dans les consultations blanches, mais vous voyez, ça sert toujours à quelque chose puisque j'ai trouvé la bête noire qui fait que j'ai pas pu faire cette consultation ce jour-là à cette patiente. L'utilisation du tissin comme des pictos, certains cas, musique et tablette comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Béatrice. Je ne sais pas si certains veulent... peut-être qu'on peut enlever le partage d'écran, Oui. puis que si certains ou certaines ont des questions à poser directement suite à ta présentation. Alors, comment j'enlève le partage d'écran? Je sais pas. Hop, hop, je sais pas. Ah, arrêter de partage, voilà. Moi, je me lance parce que du coup, j'ai envie de réagir. Tu parlais Oui. tout à l'heure de tes calques thermoformés. J'ai trouvé ça très intéressant. On en avait parlé ensemble. Euh, voilà, l'idée, c'est que c'est un calque enfin, On trouve facilement à l'association Valentin, oui, par voilà, si vous Internet. les achetez, c'est ça. On Voilà, l'achète comment... par Internet. Alors, on en a pour très très longtemps parce que ce sont des paquets de feuilles de plus de 1000 feuilles. Et du coup, il y en a pour pas mal de temps. Et le calque bleu, il dure tout le temps. Moi, je l'ai depuis 2006. Il est toujours d'actualité, ce calque bleu. Et de ce fait-là, je l'utilise encore. Il y a que les feuilles que je rachète. Alors, moi, j'ai des patients qui me donnent des feuilles aussi, qui s'en servent pas. Et donc, du coup, elle me les donne aussi, mais sinon, quand je les rachète, c'est des paquets de feuilles de 1000 à peu près et qu'on achète sur le site de l'association Valentin OI. Et donc, c'est nous qui dessinons Donc, en c'est mettant très la accessible, photo. hein, c'est ça, voilà, c'est des outils très accessibles, hein. Et ça permet à la personne de toucher Voilà, et de tout à sentir fait. finalement, d'avoir une idée un petit peu de ce qui était Hein, présenté hein. à l'échographie. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Bah, quand la personne parle pas à l'échographie surtout, parce qu'il y a des personnes, quand elles font des échographies, elles parlent très peu, et du coup, c'est très, très, très
si je puis dire, difficile pour les personnes non-voyantes de ne pas voir la description ou des choses comme ça. Donc voilà. Alors bon, chez nous, ça ne nous arrive pas trop parce que bon, c'est une consultation spécialisée et que les professionnels, ils sont quand même un peu sensibilisés. Mais c'est vrai que ça peut arriver aussi, quoi. Je sais que tu avais dit aussi une fois où on discutait ensemble, tu avais parlé de pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, d'avoir un bureau toujours rangé de la même manière. Ah oui, oui. Il faut alors au besoin prendre des photos, éventuellement de pas bouger l'endroit où vous êtes et de le mettre dans la même posture, si je puis dire, position dans l'espace par rapport à ça, parce qu'elles ont vraiment une mémoire importante, tactilo-kinesthésique, comme je le disais aussi, au niveau du toucher. Et de ce fait-là, elles se remémorent très bien les lieux. Moi, j'ai plus de problème pour certaines patientes. Dès qu'elles ont le repère des lieux, elles rentrent toutes seules dans la pièce, elles vont s'asseoir tout de suite à la chaise, elles savent très bien où c'est et elles se déplacent sans aucun problème dans mon espace, dans mon bureau et tout ça. À la maternité aussi, il faut faire attention à ça. Bon, ça, c'est des choses que je passe en passation ce qu'on appelle le pont entre la consultation et les suites de couches. Et entre-temps, il y a la salle de naissance, il y a toutes ces choses-là que l'on dit et on fait une feuille un petit peu de personnel de la personne par rapport à ses besoins, par rapport à tout. Il faut faire vraiment de l'individuel. Enfin, moi, je veux dire que des trucs. Alors, j'ai un proforma de questions par rapport aux situations de handicap, mais la personnalité de la personne est différente d'une personne à l'autre. On est tous uniques et du coup, c'est très important. D'une même pathologie à l'autre, on est différent. Et donc, du coup, on a une vulnérabilité différente, on a un déplacement différent, on a une vision différente, des choses comme ça, etc. Donc, c'est hyper important de faire ça et ça, c'est mis en garde-page au niveau du dossier en général pour les suites de couches et la salle de naissance. Et elles sont vues durant la grossesse par la cadre de soins. C'est ce que je recommande souvent quand je fais des consultations préconceptionnelles sur des patients qui ne vont pas accoucher là où je travaille. Je recommande souvent de rencontrer la cadre de soins de la maternité où elles vont accoucher par rapport à l'environnement, par rapport à l'accessibilité, par rapport à tout ça, quoi. Voilà. C'est hyper important. Ça me permet de continuer simplement parce que tu parlais des aides. C'est vrai que nous, les sages-femmes libérales, on n'est pas forcément au fait de tout ce que. Puis d'abord, on voit très peu de personnes en situation de handicap. Et là, tu dis, bah, c'est important de connaître leurs droits. En gros, un moyen simple de faire, si j'ai bien compris, c'est d'appeler la MDPH. Mhm. C'est ça? Alors, parler de la MDPH, le souci de la MDPH, c'est que c'est purement administratif. C'est-à-dire que quand on va les avoir au téléphone, ils vont vous dire de faire un dossier. Et donc, du coup, c'est à vous de le faire. Alors, ce qu'on peut l'imaginer, c'est que normalement, elle a un médecin traitant, ou en tout cas lui Et souhaiter ils peuvent pour. pas répondre au téléphone si elle a droit à ça, ça. C'est cette problématique-là. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que 2 tiers des personnes n'étaient pas au courant de leur situation de handicap, mais ça m'étonne pas. Parce que quand on va, moi je suis moi-même en situation de handicap, quand on téléphone aux maisons départementales des personnes handicapées, on a soit un répondeur, soit ne quittez pas, on va voir, puis vous posez une question, on va pas savoir vous répondre, sauf sur un dossier en cours, on va vous dire c'est en cours par rapport à ça. Mais on va vous dire, voilà, si vous posez la question, est-ce que j'ai droit à la PCH? Ah bah madame, il faut faire un dossier. Voilà. Donc ils vont vous envoyer le dossier, mais c'est tout. Voilà. Voilà, du coup, il y a une réaction dans le chat qui dit à Tours, on a un SAPPH qui peut sûrement nous aider dans tous les cas. Est-ce que c'est juste local? Le SAPPH, elles sont appelées maintenant cap parents. Et le problématique de cap parents, ils font du paramédical et pas du médical. Il faut savoir que les sages-femmes qui y travaillent, et c'est ça mon grand désolement de ça, qui sont générés par les ARS maintenant, à mon grand désolement, c'est qu'elles font de la puériculture, ni plus ni moins. Elles ne vont pas avoir un regard médical par rapport au suivi de la grossesse, etc., etc. Et dans les MDPH, il n'y a pas forcément des assistantes sociales, il n'y a pas forcément des professionnels qui sont au courant de tous les droits. Alors, j'en sais pour quelque chose, parce que quand est arrivée la PCH parentalité en janvier 2021, il n'y a pas très loin de chez moi un SAPPH qui était les premiers, Boulevard Brune, où j'ai travaillé à l'époque. Eh bien, ils n'étaient pas au courant de cette PCH parentalité encore. Alors que moi, déjà, je faisais les papiers.
Alors, c'est un papier simple à remplir que peuvent remplir elles-mêmes les patientes. C'est pas tout un dossier à remplir avec 8 pages pour le certificat médical et 20 pages pour le certificat administratif. Donc, il y a 28 pages à remplir, hein. Faut pas se leurrer. C'est pas simple pour faire un dossier MDPH. Et chaque demande nécessite de refaire tout un dossier médical et administratif. Donc, je sais pas si vous voyez la perte de temps que l'on a par rapport à toutes ces demandes. Vous avez beau faire cette demande si elle est en cours, vous pouvez pas faire de dossier en cours parce que il faut attendre la finalité du premier dossier. Même si vos fauteuils cassent et puis que vous voulez un fauteuil neuf en extrême urgence, et ben, si vous avez un dossier en cours pour renouveler votre carte d'invalidité, eh ben, on va vous dire d'attendre la finalité du premier dossier. C'est une catastrophe, c'est purement administratif. Comme vous connaissez en France, l'administration, c'est pas ça. Et ben, nous sommes dans le cas pareil pour les MDPH au niveau administratif. C'est purement de l'administratif, les MDPH. Ce n'est pas du soin. Il faut savoir que ce n'est pas du soin. La seule chose que vous allez avoir des professionnels de santé comme des infirmières, des ergothérapeutes, quand il y en a, des assistantes sociales qui vont jouer là-dedans par rapport à ça. Et oui, c'est de la maltraitance, oui, ça c'est sûr. Mais, mais c'est sûr et certain que ils vont peut-être regarder sur un fauteuil, par exemple, une ergothérapeute va valider ou non le fauteuil que vous avez choisi avec un revendeur ou bien avec un fournisseur de fauteuil ou bien sur une plateforme déjà validée par une ergothérapeute. Alors en général, si c'est validé par une ergothérapeute extérieure, c'est validé par la MDPH assez rapidement. C'est ça qui fait avancer les choses. Mais sinon, c'est revalidé par une ergothérapeute. C'est-à-dire, elle va venir chez vous et elle va valider le fauteuil que vous avez envisagé de faire, etc. C'est tout un pataquès, hein. Je peux vous dire, ça prend énormément de temps avant de passer en commission. C'est vraiment une catastrophe. Et je vous parle ça comme ça par rapport à la maternité. Il y a des patientes qui marchent, mais qui vont avoir des difficultés de pousser une poussette avec leur bébé pour franchir les trottoirs, surtout sur l'extérieur. Eh bien, pour demander un fauteuil roulant électrique, pour pouvoir se déplacer avec leur bébé dans les bras à l'extérieur, c'est la solution la plus pratico-pratique. Il y a beaucoup de fauteuils qui sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Mais pour cela, il faut avoir l'autorisation d'un médecin physique rééducation. Or, ces consultations, il y a un délai d'attente de 6 mois. Donc, le temps de faire cette demande, plus l'entente préalable au niveau de la sécurité sociale, la femme a accouché. Donc, moi, j'ai un réseau de ça par rapport à ça. J'ai créé un réseau où j'ai une rapidité d'avoir une consultation avec un essai de fauteuil pour qu'elle l'ait au moins durant la grossesse. Vous voyez, c'est hyper important par rapport à ça. Oui, il y a un cas par an, mais il faut voir ce qu'ils ont et il faut voir ce qu'ils font. Comme je le dis, c'est de la puériculture, c'est du paramédical qu'ils font, c'est pas du médical. Je vous rappelle, mesdames, que vous êtes une profession médicale et il faut faire du médical. Dans les cas par an, vous faites du paramédical. Vous n'avez aucun aspect médical. J'en sais pour quelque chose, hein, par rapport à y avoir travaillé par rapport à ça. Vous n'avez aucun aspect médical de surcroît par rapport à une attente parce que quand les ARS, elles ont créé ça dans toute la France, y compris avec Andy Gynéco sur la formation de 3 jours, essentiellement axée sur le handicap autiste, vous allez avoir une formation à bout de bras avec un counseling, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une spasticité, vous ne savez pas ce que c'est qu'une vessie neurologique. Or, dans les handicaps autistiques, handicap moteur, mental, vous allez avoir du handicap moteur associé, donc forcément des vessies neurologiques. Et il faut savoir ce que c'est qu'une vessie neurologique. Je vous rappelle que ça peut avoir un impact sur la sexualité de la personne. Voilà, donc les infections urinaires ou les choses comme ça. Et ça, c'est votre travail à vous de sage-femme. Ça fait partie de vos compétences. Typiquement, bonjour Béatrice, Sophie Jouve. Sur les vessies neurologiques, tous les troubles de la statique pelvienne et les problèmes d'incontinence, etc. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des patientes qui me consultaient pour des pour des problématiques urinaires.
mais qui avait une maladie, voilà, avec une déficience quelconque. Je sais plus quelle était la pathologie, j'en ai eu deux, trois comme ça, et j'y connaissais rien du tout. Et je me disais, est-ce que toi, dans toutes tes connaissances et dans la formation que tu peux nous proposer là, que tu proposes à la NSFL, est-ce que tu Bah vas oui. détailler un petit peu Eh cette prise oui, en je charge? détaille Ouais, tout. Et simplement, super. c'est-à-dire, je ne vais pas vous embarquer sur des cours neurologiques magistraux. Oui. Moi, j'ai fait l'impasse sur la neurologie quand j'ai étudié mes études de sage-femme. Il a fallu que je reprenne tout ça et que je le simplifie, bien évidemment, parce qu'il faut que ce soit abordable pour vous, mais suffisamment compréhensible d'un point de vue médical. Je vous rappelle, vous avez une profession médicale. Le fait de jouer à la poupée dans Cap Parents, je suis désolée de dire ça, c'est très restrictif ce que je dis, mais c'est exactement ça votre rôle dans les Cap Parents. Donc, vous n'avez pas du tout accès au médical dans les Cap Parents. Vous êtes restrictif par rapport à ça. Il faut que vous jouiez votre rôle. Les obstétriciens gynécologues n'ont aucune formation sur le handicap. J'en sais quelque chose. Donc, ils y connaissent que dalle. Ils savent pas ce que c'est qu'une vessie neurologique. Ils ne savent Oui. pas ce que c'est qu'une exonération. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une HRA. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une spasticité. Ils pétochent de trous. Ils font des césariennes à tour de bras. C'est ce Donc, que j'allais dire. J'ai eu le cas voilà, d'une patiente qui avait une... le médecin savait pas dire si elle pouvait pousser ou pas, et ça a été tout un débat pendant voilà. des mois. Voilà. Et Donc, ça, je il voulait lui faire l'apporte une par rapport à césarienne. ça Mm. parce que c'est très important. Césariser des patientes tétraplégiques à 35 semaines comme dans un grand CHU de Paris, je trouve ça inadmissible. Mm. Inadmissible. Ouais. Bon, bah, il va falloir qu'on approfondisse avec la formation Voilà. complète. Bah oui, en 1 heure et demie, je pouvais pas trop. Alors, je donne souvent, parce que vous aurez la sexualité aussi par rapport à l'organe qui est atteint aussi, puisque des fois l'organe sexuel est atteint. Ça fait partie de moi ce que j'appelle, quand je donne un cours magistral de 3 heures dans le cadre d'un DU sexualité en troisième année à Bichat-Claude Bernard, ça fait des années que je donne ça en troisième année, je parle de la sexualité primaire, secondaire et tertiaire. Et la sexualité primaire, c'est l'organe lui-même qui est atteint, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, parce que j'aborde les deux, j'aborde l'homme et la femme. La sexualité secondaire, ben, c'est tous les troubles, la vessie neurologique qui peuvent avoir un impact sur la sexualité, par exemple. Voilà. Le fait qu'elle fasse pipi lors des actes sexuels, ça peut réfréner à la sexualité par rapport à une personne. Et la sexualité tertiaire, c'est l'environnement, c'est-à-dire la difficulté de faire des rencontres. Les personnes en institution, par exemple, les personnes autistes, la difficulté de l'âge sexuel et l'âge véritable par rapport à ça. Et ça, c'est très important sur des exemples que j'ai eus durant mes consultations, bien évidemment, parce qu'on part toujours d'un exemple clinique. Je lis dans les commentaires, c'est vrai que tu as abordé tout à l'heure le terme d'assistant sexuel. C'est Oui. demandé qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux Alors, revenir c'est quoi l'assistant sexuel? C'est ça, si j'ai bien compris. sur ça? Oui. Alors, l'assistant sexuel, il est là pour faire une prestation. C'est une prestation auprès d'une personne en situation de handicap, lui donner un certain plaisir. Donc ça peut être de la masturbation, ça peut être... alors en général, dans les assistants sexuels, de ce qui a été défini en Suisse par rapport à ça, il n'y a pas de pénétration. C'est-à-dire que c'est uniquement masturbation, des caresses, des choses comme ça, des baisers aussi, mais il n'y a pas de pénétration, c'est-à-dire il n'y a pas d'acte sexuel dans lui-même par rapport à ça, vis-à-vis de la personne. Contrairement à un film, il faut que je me rappelle le nom, d'un, il y a pas mal de temps, d'un jeune homme qui vivait dans un caisson parce qu'il avait une poliomyélite antérieure aiguë et qui avait une atteinte pulmonaire. Je retrouverai The Session, je crois que ça s'appelle. Et donc, du coup, pour lequel il allait jusqu'à l'acte sexuel. En France, de ceux qui ont été formés principalement en Suisse, puisque en Suisse c'est légal, c'est remboursé. Il faut savoir que ceux qui sont formés là-bas, moi je suis pas assistant sexuel, hein. Ceux qui sont formés en Suisse, mais j'ai lu le bouquin d'Agdi Serins, je sais comment ça se passe par rapport à ça. Et de ce fait-là, il n'y a pas de pénétration. C'est-à-dire, c'est des attouchements, c'est des masturbations, des choses comme ça, mais il n'y a pas, éventuellement avec des godes ou des choses comme ça, qu'il peut y avoir essentiellement des outils sexuels aussi avec.
Voilà, c'est ça un assistant sexuel. Ce n'est pas un aidant sexuel. Alors, un aidant sexuel, que je dis par rapport à ça, c'est exact. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est une personne, un auxiliaire de vie ou une auxiliaire de vie qui aide un couple à avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire à les positionner à avoir des rapports sexuels. Et après, il les laisse, c'est-à-dire à les placer parce que lié à la spasticité, il y a des difficultés de se positionner pour avoir l'acte sexuel. Là, oui, il va les aider. Il est aidant, mais il n'est pas là au moment de l'acte sexuel. Voilà. C'est différent d'aidant et de assistant. Assistant sexuel, c'est vraiment faire quelque chose auprès de la personne. Il y a des demandes, hein, que ce soit des femmes ou des hommes, hein, par rapport à ça. Il y avait eu un ligne rouge sur France 2 une année par rapport à la sexualité, justement. Il y avait des témoignages sous couvert de kiné, tout ça, etc. Il y a à peu près 5 6 ans, ouais, oui, c'est ça, il y a au moins 5 6 ans, dans Ligne Rouge sur France 2, je crois, c'est tard le soir, 22 23 heures, sur les assistants sexuels, justement, sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Béatrice. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent réagir. Moi, ma Euh, question, êtes-vous partante pour une formation? Parce que c'est ma question. Elle est là. Elle ne peut se faire qu'en présentiel parce que c'est excessivement compliqué de le faire en distanciel. Le présentiel est important parce que je vous montrerai comment réduire une spasticité, comment aider et faciliter à aider une personne pour faire un transfert, des choses comme ça, comment guider une personne non-voyante. Voilà, il y a plein de choses. Ça, en distanciel, c'est quasi impossible. C'est vraiment, mais dans l'impossibilité totale de le faire. Quoi, voilà. Et vous dire vraiment au niveau neurologique surtout qu'est-ce qu'une spasticité, qu'est-ce que c'est qu'un muscle qui est malade, qu'est-ce que c'est. Il y a plein de choses. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup d'expérience du fait que j'ai plus de 3000 patientes à mon actif depuis 2006. Comme je dis, j'ai de quoi étayer dans les cas cliniques, que ce soit côté gynécologie ou que ce soit côté parentalité. Mais il est très important de le faire en présentiel. Je peux pas le faire autrement en présentiel parce qu'en distanciel, ça n'a ni queue ni tête, si je peux m'exprimer ainsi. Là, je vous ai fait une information globale, mais vous voyez que je bouge beaucoup parce que bah, moi, je vis ce terrain parce que je le vis tous les jours. J'écris très peu, mais je fais beaucoup de cliniques, donc du coup, je suis sur le terrain même. Et ce terrain même m'apporte beaucoup de choses. Comme je dis, cette consultation, elle est très militante parce qu'elle est faite pour le droit et le respect des personnes en situation de handicap. Elle est faite des personnes qui vont. Et c'est vrai qu'elle est à la fois très militante quant aux préservations des violences, des choses comme ça, et aussi une âme humaine quelque part aussi par rapport à ça. Un autre visage aussi, un autre regard des personnes en situation de handicap. En tout cas, je crois que ça donne envie de pouvoir organiser une formation. Je pense que enfin, nous, à la NSFL, on a deux façons de faire, hein. Effectivement, on peut toujours proposer une date et après en faire la publicité sur nos réseaux, le site, etc. Mais on a aussi cette organisation en groupe constitué, ce qui fait que si dans vos territoires, vous êtes intéressé pour organiser une formation, il suffit simplement de s'adresser à notre coordinatrice formation, Isabelle Moi, Rive, je me déplace. et puis toi, tu te déplaces. Voilà. Je rappelle le mail, c'est formation@ansfl.org. Voilà. Et donc, de toute façon, entrer en contact avec nous pour après faciliter les choses, mais c'est peut-être parfois plus pratique d'organiser ça comme ça en local. Merci Sophie. En tout cas, merci beaucoup, Béatrice, parce que moi, je mesure à quel point je ne connais rien grâce à vous, Lionel. C'est pour ça que je vais partir bientôt à la retraite. J'aimerais bien former. J'aimerais bien aussi avoir des Ouais, ouais. nominations pour former, quoi. Voilà, c'est hyper important, je trouve. Et puis tu as dit une chose intéressante aussi quand on avait discuté ensemble, c'est que voilà, on se pose beaucoup la question de l'accessibilité de nos cabinets, etc. Donc ça, voilà, il y a des textes qui existent, on peut toujours regarder, mais tu parlais aussi beaucoup de l'accessibilité du soignant. Et je crois que se former, c'est aussi se rendre accessible, parce que quand on Exactement. méconnaît, eh ben, on n'ose pas y aller et on se sent pas légitime. Et je pense que c'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des connaissances qui nous rendraient accessibles pour ces personnes-là.
Les plus en avance actuellement sont la Bretagne. La Bretagne, alors pourquoi? Parce que j'ai une amie, Sophie Garcia, qui fait de l'aptonomie. On s'est connus en aptonomie et du coup, elle a fait un master sur le handicap parce que je lui ai donné l'envie d'apprendre la langue des signes. Donc, elle a fait un master et elle a fait son mémoire sur les sourds. Et de ce fait-là, elle a été approchée par l'ARS. Alors, l'ARS a tout compris, hein. Ils n'ont pas voulu d'Andigynéco. Ils ont fait un essai avec Andigynéco de l'ARS Île-de-France. Ils ont tout de suite arrêté. Et du coup, ils m'ont contacté. Et ils ont fait une formation donnée à 10 sages-femmes et tout, avec plusieurs intervenants locaux. C'est-à-dire, ils ont dépêché un directeur de maison d'accueil spécialisée pour venir parler de qu'est-ce qu'une maison d'accueil spécialisée, qu'est-ce que c'est, etc. et tout. Voilà, de plein de choses autour par rapport à ça. Moi, j'interviens sur la sexualité et la consultation gynécologique. Donc, j'ai un gros travail sur 2, 3 jours à ça et comment approcher et comment guider dans le handicap moteur et dans le handicap sensoriel. Donc, tout ça, j'ai 3 jours, je reste 3 jours en général et je trouve que cette formation, eh bien, elle est bien parce que ça a bien démarré là-bas et du coup, ils ont une bonne dynamique, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ils ne font pas que les trucs et tout. On a abordé les personnes non verbales, on a abordé le système autiste, on a abordé tout ce qui est sexualité, les poupées, les choses comme ça. Toutes les aides que je vous donnerai aussi comme information par rapport à ça, mais toutes les aides que l'on peut avoir, les pictos, tout ça, que l'on peut avoir pour des personnes non verbales. Et ça peut vous aider dans la consultation, que ce soit dans votre cabinet ou en institution. Parce que les personnes non verbales, c'est une grosse problématique de la consultation. Bon, en tout cas, tu as su nous appâter. Sophie, tu voulais parler? Ah, non, j'ai cru. Je sais pas, Marine, tu as mis un petit mot qui s'adressait à Audrey. Je sais pas si... Oui, parce que c'est une discussion qu'on a eue avec Audrey Floch, qui est encore là. dans le Finistère aussi, et qui, elle, a fait la Oui. formation en gynéco en Bretagne, qui en était plutôt contente de ce dont je me souviens de la discussion. Ouais. Je me disais, c'est peut-être variable aussi un peu d'une région à l'autre, hein, mais Mais en Bretagne, non, parce qu'en Bretagne, elles sont formées par ça et du coup, c'est vrai qu'elles ont eu cette formation-là. Il y a eu 2 lots de 10 sages-femmes qui ont été formées et il y en a un troisième lot, là, je vais y retourner normalement à la fin de l'année. Bien. Mais en tout cas, je pense que l'heure de fin de ce webinaire est arrivée. S'il n'y a pas d'autres réactions des participants, Béatrice, je souhaite te remercier vivement pour ta Bah, merci beaucoup et moi, je présentation suis qui très est contente quand même parce que passionnante. bah, voilà, ça donne peut-être de l'envie. Oui, oui, tout à fait. En Ouais. tout cas, c'était très, très intéressant et voilà, ça donne, ouais, enfin, oui, ça donne envie. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. C'est gentil. Ouais. Merci à toi pour tout ce Merci que tu Béatrice. nous apportes. Et De de toute rien, façon, à très bientôt. Sophie.